espèces de règles de vie qui sont liées à notre expérience, et donc une espèce de théorie, le brocoli c'est mauvais, et cette théorie va après être généralisée à tout. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un biais, c'est un biais de généralisation là en l'occurrence, parce que justement on n'a pas soi-même, on n'intervient pas sur soi-même avec une approche scientifique. Voilà. Alors peut-être juste, je voulais rajouter que la psychologie, justement dans l'histoire des sciences, donc la psychologie était pendant longtemps plutôt une science du vécu individuel et de l'expérience au sens vraiment subjectif du terme, et que plutôt au tournant 19e, 20e, une partie de la psychologie s'est tournée vers la psychologie scientifique et a donc aussi élaboré des situations pour tester des théories, donc avec la même idée, hein, on prend des théories qui viennent de ce qu'on a observé avant, on essaie de trouver des théories explicatives et on les teste dans des situations plus ou moins alambiquées, hein, pour arriver à démontrer justement si la théorie est juste, au-delà de l'expérience de ce qu'on fait chacun, qui est forcément limitée. Je ne sais pas si vous voulez... Non, mais non, c'est super. Est-ce que du coup, parce que donc... on voit qu'il y a des similitudes, mais quand même une grosse différence entre cette expérience personnelle, cette expérience dans un cadre scientifique où on essaye de confirmer ou pas une théorie scientifique. Mais finalement, le scientifique qui fait l'expérience, est-ce qu'il ne s'en remet pas toujours à son expérience personnelle au moment où il fait l'expérience scientifique? C'est-ce qu'il n'y a pas de toute façon l'expérience personnelle qui va venir jouer son rôle? Juste pour comparer entre les deux, je pense, je reviens sur la toute première question que vous m'avez posée, parce que du coup ça travaille depuis tout à l'heure. Je me dis qu'est-ce qu'on pourrait trouver de commun à ce qu'on appelle l'expérience de façon générale, et je me dis en fait l'expérience c'est ce qui apporte des données de façon générale, donc on peut dire c'est la source des données. Okay. Voilà, et quelque part c'est un peu ça, quand on fait une expérience scientifique on cherche un type de données bien précis, parce qu'on s'est rendu compte que finalement il y avait une donnée importante qu'on n'a pas dans telles conditions et qui nous permettrait d'en savoir plus sur la théorie. Donc c'est différent effectivement de l'expérience ordinaire où juste bon bah voilà, là j'ai plein de données visuelles, auditives, sensorielles de toutes sortes qui m'arrivent, et voilà, il y a cette espèce de correspondance, enfin de lien entre les deux. Je dirais c'est la source des données. Si on voulait avoir une définition très vague, probablement pas parfaite non plus, mais qui permet de réunir. Voilà, on pourrait dire ça. Les différents sens. Moi, je veux bien répondre à la première question. Comment? Je veux bien répondre à la question précédente. Oui, si alors volontiers, oui. Je vais bien. Oui, alors, savoir effectivement si les scientifiques ne sont pas aussi influencés par leur expérience personnelle. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'expérience, on peut le voir comme le vécu individuel de chacun, mais c'est aussi, on peut le voir comme tout ce qu'on connaît, et donc, y compris les connaissances qu'on appelle sémantiques, en fait, qui sont les connaissances qu'on a apprises, dont les théories scientifiques. Mais ceci dit, les scientifiques ne sont pas justement hors de leur corps, hors de leur cerveau quand ils font une étude, et pour éviter de se faire trop influencer, pour avoir des biais finalement, des biais de confirmation ou des biais de généralisation, on est équipé de méthodologies. Donc les méthodologies, donc c'est des méthodes, des techniques, des protocoles qu'on applique, qui dépendent un peu des disciplines, mais qui en gros suivent toujours à peu près les mêmes grandes étapes. Et ces protocoles nous permettent de nous assurer qu'on ne va pas se laisser entraîner finalement par ses propres croyances, parce que on est des humains, et on a des méthodologies suffisamment strictes pour nous guider dans des protocoles, et ça permet aussi de comparer, d'échanger avec des collègues et de comparer avec d'autres études qui ont été faites par d'autres personnes. Donc voilà, donc l'expérience, si on la prend pareil en tant que connaissance de sa discipline, ça aiguille évidemment la façon dont on va imaginer de nouvelles théories, des extensions de théories, mais en même temps on a un protocole fixe pour éviter de tomber dans les pièges. Juste pour rebondir sur ça, il y a une distinction qu'on fait souvent en épistémologie entre ce qu'on appelle le contexte de découverte et le contexte de justification. Disons, en science, il y a, de façon un peu schématique, il y a deux activités qui sont un peu distinctes. Il y a une activité où on cherche à générer des hypothèses, générer des théories, donc des hypothèses explicatives, des choses qui vont rendre compte de ce qu'on cherche à étudier. Et puis il y a, dans un deuxième temps, une autre partie, un autre contexte de travail où on cherche à justifier ces théories. On va chercher.
Et les normes épistémiques sont très différentes en contexte de découverte et en contexte de justification. C'est-à-dire qu'en contexte de justification, c'est là où on va attendre vraiment une rigueur et à viser un compte-rendu objectif des résultats d'expérience, etc. Tandis qu'en contexte de découverte, finalement, le fait d'avoir des croyances, des préférences personnelles pour tel ou tel type d'approche n'est pas forcément gênant, puisque ce qui va faire le tri, c'est le contexte de justification derrière. C'est pas grave de faire des hypothèses fausses, l'important c'est de s'en rendre compte et de voilà. Donc c'est important de s'en rendre compte qu'il y a ces deux aspects parce que quand on insiste beaucoup trop sur la rigueur, on a l'impression qu'un scientifique ne devrait jamais se tromper, mais en fait si, ça fait partie du travail de faire des hypothèses fausses. Et à l'inverse, si on dit oui, mais c'est la liberté. Enfin, il y a aussi quelque chose de très rigoureux au contraire dans le contexte de justification. Donc, voilà, il faut se dire qu'il y a un peu deux pôles deux pôles dans l'activité scientifique et c'est intéressant d'avoir en tête ce truc-là, même si je ne pense pas que quand on est scientifique on a en tête ces deux aspects, mais je sais pas, c'est une sorte de description un peu lointaine du truc, mais je sais pas ce que en tant que scientifique vous en pensez. En tout cas, c'est une distinction qui est souvent faite parce que quand on réfléchit aux normes des sciences, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des normes qui sont très différentes selon qu'on considère le côté justification ou le côté génération d'hypothèses, en fait. Et juste du coup, si je peux vous faire préciser, parce que si dans ce contexte de génération d'hypothèses, on suppose qu'il y a une très grande liberté, pas de protocole, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de plein d'hypothèses? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des protocoles qui nous permettent de ne pas rater plein de choses parce qu'on est très biaisé, vous disiez, justement, dans un contexte, par exemple, tout le monde souvent on insiste beaucoup sur la pluralité. C'est très important d'avoir ça, c'est une forme de protocole qu'il y ait de la pluralité, justement, pour l'aspect génération d'hypothèses. C'est plutôt une bonne chose, parce que justement, ça garantit pas qu'on va explorer absolument toutes les hypothèses possibles, mais qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait de la pluralité, qu'il y ait différentes façons de travailler à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne chose. À l'inverse, en contexte de justification, c'est là où on va attendre une forme d'uniformité et de rigueur et d'objectivité. Peut-être, vous nous avez parlé un peu donc des biais, vous n'avez pas osé dire peut-être le mot biais cognitif. Oui, c'est les biais cognitifs. Voilà, je ne sais pas si peut-être vous voulez en dire quelques mots, et puis peut-être aussi nous dire, voilà, on est conscient de ces biais, vous nous avez parlé de biais de généralisation. Qu'est-ce qu'on fait contre ces biais, indépendamment de l'expérience scientifique qui nous apporte un cadre, nous individuellement? Alors, effectivement, les biais, c'est un peu la contrepartie, les biais cognitifs, c'est un peu la contrepartie de l'efficacité de notre système, on va dire, de décision. Donc, dans la vie de tous les jours, on est toujours confronté à prendre des décisions, mais ça peut être des décisions, donc si je reprends la conduite automobile, tiens, est-ce que je passe par là ou plutôt par là, tiens, samedi, peut-être ce sera bouché par là. On fait ça sans arrêt, en fait. Et on fait ça sur la base, justement, des expériences que l'on a de la situation. Et à ce moment-là, effectivement, c'est pas grave que ce soit un biais. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là, c'est une règle qui n'est pas forcément certaine. On appelle ça une heuristique. Donc le fait de se dire, tiens, le samedi en général, par là, il y a du monde, donc je vais plutôt passer par l'autre chemin. C'est une heuristique, c'est pas une règle absolue. Si ça se trouve, elle est fausse, mais c'est pas bien grave. Et on est obligé d'avoir ce genre d'heuristique pour fonctionner, sinon on serait toujours en train de dire « Oh là là, par où je vais passer ?» Alors on peut être très anxieux après et essayer de toujours avoir des confirmations, mais en général on se contente, parce que c'est pas très très grave, de ces heuristiques. Mais comme je disais tout à l'heure, le risque, c'est effectivement d'appliquer ces mêmes heuristiques lorsque on est dans une situation un peu plus... par exemple, une situation professionnelle. Donc, je prends par exemple des situations d'enseignants-enseignantes qui sont dans leur classe, sont confrontés à certaines situations d'apprentissage des élèves. Donc, il y a certaines théories qui circulent beaucoup dans les milieux enseignants et qui sont inexactes, enfin en grande partie inexactes, notamment des questions de style cognitif. Mais effectivement, les personnes peuvent avoir l'impression... Ça, ce serait plutôt un biais de confirmation, c'est-à-dire de dire, bah oui, les élèves, ils apprennent différemment. Et finalement, donc, cette théorie des styles, elle doit bien être vraie, parce que je vois bien que mes élèves, ils sont différents. Et donc là, le biais qui nous amène à généraliser, ou plutôt là, c'est un biais de confirmer ce qu'on a vu, ce qu'on a lu
sans avoir de confirmation, peut nous amener à se comporter en suivant cette question, notamment des styles cognitifs, qui ne va pas aider les élèves. Donc là il y a un moment où effectivement il faut se poser la question en tant que professionnel, de peut-être aller vérifier si les choses telles qu'on les a entendues sont réellement celles qui nous permettraient d'avoir les meilleures pratiques en fait d'enseignement. Et donc là, on repasse du côté peut-être d'aller voir soit des experts qui ont la connaissance théorique, on va dire, et qui soit effectivement la recherche qui a peut-être déjà regardé au niveau, en mettant en place des expérimentations pour vérifier ce qui était véritablement observé ou pas. Monsieur Fils, j'ai retrouvé la question, j'ai Monsieur Fils, Thibaut Giraud, pardon. J'ai retrouvé la question que je voulais vous poser. L'expérience scientifique, là on en a parlé pas mal dans un cadre scientifique, vous-même. Est-ce que l'expérience scientifique est utile en philosophie? Oui, bien sûr. Globalement, ce que les sciences nous apprennent est toujours très utile en philosophie. Donc, même si, en règle générale, souvent je présente la philosophie comme étant une sorte de c'est ce qui aimerait bien devenir une science, mais n'en est pas encore une. Et donc, c'est pour ça que, en gros, si dans un champ de la philosophie, on arrive vraiment à un moment où il y a un accord large, un consensus sur une méthode à suivre pour établir des connaissances, voilà, il y a vraiment un paradigme qui se construit, mais en fait on va arrêter d'appeler cette part-là de la philosophie, on va dire, c'est une science en fait. Typiquement la psychologie en fait c'est un bon exemple, parce que pendant très longtemps la psychologie en fait c'est la partie de la philosophie qui s'intéresse à l'âme, à la pensée, etc. C'est un truc de philosophe, et puis à un moment donné il y a notamment des philosophes qui vont commencer à se dire il y a peut-être un moyen d'étudier ça de façon plus rigoureuse, etc. Et donc c'est comme ça que naît une science, la psychologie. Et c'est pareil pour la physique. La physique, c'est pas des physiciens qui l'ont inventé, c'est des philosophes, parce qu'en fait, les physiciens, ça n'existait pas avant que la physique existe. Donc Galilée, Newton et tout ça, c'est des philosophes de la nature qui ont juste eu une méthode particulière qui tout à coup pouvait en quelque sorte s'autonomiser et devenir une science. Donc oui. Il y a peut-être d'ailleurs des champs de la philosophie qui vont dans les décennies à venir plus ou moins s'autonomiser. Il y a une partie de la philosophie que j'aime beaucoup qui s'appelle la philosophie expérimentale, qui est assez souvent d'ailleurs on leur reproche de dire vous faites de la psychologie, vous faites pas de la philosophie, et à quoi ils disent oui si vous voulez, et en fait parce que en gros c'est l'étude des intuitions, en particulier des intuitions relatives à des sujets philosophiques. Mais pour ça en fait on étudie les intuitions ordinaires des gens en faisant des questionnaires, en essayant de concevoir des questionnaires bien construits pour répondre aux diverses objections que ça fait naître. Et donc ce champ-là, la philosophie expérimentale, j'aime beaucoup, parce que j'en fais un peu sur ma chaîne, du coup, parce que comme j'ai un grand public, je peux faire passer des questionnaires à des milliers de personnes, et donc c'est très précieux. Et c'est typiquement peut-être une partie de la philosophie qui va plus ou moins déjà les gens qui s'occupent de ça commencent à vivre entre eux, et on sent qu'ils sont sur le point